Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Honorons Dieu et célébrons la vie. Mes chers compatriotes, les événements qui ont cours en Afrique ont plusieurs objectifs. Changer les choses, nous informer, nous instruire, nous sensibiliser, nous rappeler chaque minute qui passe que Dieu vit dans le temps et la durée. Soyez patients, persévérants, cohérents. Soyez constants, soyez disciplinés. Ne soyez pas parfaits, parce que vous ne le serez jamais. Mais respectez les autres. Ces événements-là nous rappellent toujours des choses. Je voudrais ici parler avec vous, avant de commencer cette publication, je vous demanderai donc de boire de l'eau. Quand on parle de l'Afrique, des Africaines et des Africains, buvez de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez état. Alors, je voudrais attirer votre attention sur la notion de l'amitié. La notion des valeurs. La notion des relations et des partenaires. La notion politique. La notion de la diplomatie. Je ne veux pas vous donner des définitions de tout ce que je dis là, mais je veux que chacun d'entre vous trouve rapidement un trait, une différence avec les exemples que je vais vous donner. Vous avez vu que depuis quelque temps, les journaux français nous inondent avec les biens mal acquis d'Ali Bongo, n'est-ce pas? Très bien. J'ai aussi vu que beaucoup d'entre vous on dit voilà, c'est parce qu'Ali Bongo est tombé qu'on montre ça. N'est-ce pas? Alors pour une fois, je vais être du côté des médias français. Ils n'ont pas attendu que Ali Bongo tombe. Non. Ils n'ont pas attendu ça. Les médias français sur ce coup-là ont toujours pris le temps de dénoncer ces choses-là. Ces abus. Ils ont toujours dénoncé. Les médias français ont fait des documentaires. Je vous en parle ici. Donc, ils n'ont pas attendu que Ali Bongo soit là. Mais ceux qui ont accompagné Ali Bongo, son père, dans cette dérive-là, ce sont des hommes politiques qui empêchent les enquêteurs français de faire leur travail. Je vais vous parler ici. En fait, pas aujourd'hui. Je vais vous parler de l'assassinat du vice-consul de France au Cameroun. Ce ne sont pas les Camerounais qui l'ont tué. C'est un système mis sur pied par les Français qui a tué le vice-consul au Cameroun. Alors, je vais y revenir, c'était en passant. Vous allez comprendre le moment venu. Parce que les événements qui se sont passés en Afrique ces jours, le Niger, le Gabon, ont un peu noyé cet assassinat, qui n'est pas un assassinat de trop, non, qui est un assassinat de plus, il y en a encore d'autres qui viendront. Alors, ce qui s'est passé au Gabon avec Ali Bongo a permis une multitude d'informations, des débats, des publications, que je voudrais donc partager certaines de ces publications avec vous. Écoutez et regardez. International, ce qu'on ne vous a pas dit sur le clan Bongo, sur la famille Bongo, lors les démesures, c'est un roman que vous voulez nous raconter et qui pourrait être drôle si ça n'était pas... Tragique. Voilà. Tragique, parce que c'est l'argent des Gabonais qui, depuis 55 ans, part dans les poches du clan Bongo, parce que c'est un plan... J'ai passé vraiment la journée dans l'arbre généalogique, c'est
très vaste, c'est très compliqué parce que voilà, tout est une question. Là, vous voyez, Omar Bongo, tout commence avec Omar Bongo qui arrive donc en pouvoir en 1967. Vraiment le symbole de la France-Afrique, validé par De Gaulle. Pour vous donner une idée, quand il venait, il allait au Meurice, et vous aviez tous les hommes politiques de gauche ou de droite qui venaient pour récupérer de l'argent pour financer les campagnes et pour s'acheter aussi des Patex et autres. C'est complètement délirant. Tout commence avec cet homme et c'est vraiment une histoire de famille puisque Omar Bongo a eu 54 ou 55 enfants. Je n'ai pas réussi à avoir le chiffre exact, mais reconnus. 55 enfants. 54, 55 enfants reconnus qui sont dans le testament. Alors vraiment parce que c'est un maillage familial serré. Avec combien d'épouses, pardonnez? Attendez, mais j'arrive, David, je sais que vous êtes impatient, mais j'arrive, mais vraiment pour dire, qui interpelle, je vous parle pas juste sa vie privée et la vie politique du Gabon diplomatique sont complètement imbriquées. Donc, Omar Bongo, 1967 au pouvoir jusqu'en 2009, il a 2 épouses seulement officielles. La première est Marie-Joséphine Kama et la deuxième est Edith Sassou Nguesso. Oui, ce nom vous dit quelque chose. Edith Sassou Nguesso est la fille aînée du président congolais Denis Sassou Nguesso qui est en poste, toujours aujourd'hui, il est en poste depuis 1977. Depuis 2 jours, il ne doit pas très bien vivre ce qui se passe au Gabon. Donc, de ces 2 enfants, de ces 54 ou 55 enfants officiels, il y en a 2, Pascaline Bongo et Ali Bongo, qui sont les 2 légataires testamentaires universels. C'est eux qui gèrent. Ce sont les aînés? Ce sont les 2 a priori, officiellement. Ali, c'est l'aînée, je crois. Elle, c'est l'aînée, elle est plus âgée que Ali, c'est la première, c'est la chouchoute. C'est autour d'elle que tout tourne. Pour vous donner une idée à quel point c'est familial, en 2016, au moment où il se présente pour un 2e mandat, Ali Bongo, son seul opposant, c'est Jean Ping. Jean Ping est l'ex-compagnon de Pascaline, avec qui il a eu 2 enfants, vous le voyez à l'écran, dit le chinois parce que son père était chinois. Donc le gendre d'Omar Bongo. C'est le seul qui est le seul opposant. C'est les 2 beaux-frères qui se sont mais écharpés. Et évidemment, il y a eu fraude, etc. Mais c'est comme si rien ne pouvait venir en dehors de cette famille. Mais juste pour vous donner, imaginez, Omar Bongo a eu donc cette première femme, Marie-Joséphine Kama, avec qui il a eu 2 enfants. Et ben après, il a fait 2 enfants avec la sœur de Marie-Joséphine Kama. Et autre chose, le père d'une de ses maîtresses, à Omar Bongo, a épousé une des filles d'Omar Bongo, Flore Bongo, qui a été secrétaire générale de la présidence pendant des années. Vous voyez l'idée? Donc en même temps, beau-frère et beau-fils, etc. C'est assez... Donc, personne, et Omar Bongo a systématiquement fait des enfants avec les sœurs ou les filles de ses ministres. Donc c'est quand même difficile d'échapper au clan Bongo, étant donné qu'il y a des enfants avec tous les ministres, à peu près, j'en ai calculé une 20aine quand même, c'est pas mal. En haut de cette pyramide, de cet imbroglio sentimentalo-politico-diplomatique, il y a Pascaline. Pascaline Bongo, elle est énormément connue parce qu'elle a eu une aventure avec Bob Marley qui a été racontée dans des documentaires, dans des livres, etc. En 1980, il tombe amoureux et c'est pour ça que Bob Marley est venu chanter pour l'anniversaire d'Omar Bongo. Pascaline, la préférée donc de son père, a été ministre des Affaires étrangères pendant 4-6 ans et elle a été surtout directrice du cabinet présidentiel et siégée au conseil d'administration de Total, à l'époque l'opérateur majeur évidemment au Gabon, et surtout elle tenait la caisse de Delta Synergie qui est la holding familiale, ce qui explique que ça a été la première mise en examen pour l'affaire des biens mal acquis. 9 des 50 enfants sont mis en examen, l'enquête est encore en cours. Alors on dit ça, biens mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 33 appartements et hôtels particuliers d'un montant de 150 millions d'euros. C'est des millions d'euros dans des hôtels parisiens, d'achat de montres de luxe, de voitures de luxe, de tout de luxe. C'est délirant. Et tout ça, c'est du détournement d'argent du Gabon qui finissent dans, en gros, un arrondissement particulier de Paris. C'est tout à fait impressionnant. Vraiment, c'est ça que ça veut dire. Et tout ça a été géré par Pascaline. Ce qui se passe, c'est que Pascaline, à l'arrivée de son demi-frère Ali Bongo au pouvoir, elle est mise de côté. Elle pensait redevenir ministre des Affaires étrangères puisque c'est elle qui résonne dans la famille de Los Angeles à Paris, en passant par le Cap, etc. Elle est très mondaine, très présente, etc. Non, son frère l'exile. Donc elle part à... Exil sympathique, elle part à Los Angeles dans l'une de ses propriétés. Pour vous donner une idée de combien elle s'est ennuyée, et ben pour une soirée Star Wars, elle se fait livrer $3 647 de crème glacée. Essayez de visualiser. Pour fleurir sa villa, c'est $17 000 mensuels et une note de $8,3 millions en jet privé
parce que l'ennui, ça pèse. Donc là, son frère, c'est quand même l'argent familial. Donc ils l'ont fait revenir au Gabon, où tout d'un coup, elle s'est un peu mise en religion. Donc maintenant, elle porte des robes blancs. Bah oui. Et puis, c'est elle, la mandataire, donc c'est les légataires, donc elle dépensait tout l'argent. Donc quand je vous raconte tout ça, il n'est pas étonnant que le général Brice Oligui Nguema, de 48 ans, qui a fait le putsch, qui aujourd'hui est le président de la transition, il n'est pas étonnant de découvrir, on l'a découvert cette nuit, enfin, puisqu'on a sorti sa biographie, cet homme que vous voyez, c'est le neveu et le dernier aide de temps de Omar Bongo. Et après la mort d'Omar Bongo en 2009, Ali l'a envoyé au Sénégal comme attaché militaire et au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il le soupçonnait de détournement financier. Et effectivement, une enquête a été ouverte aux États-Unis contre le nouveau homme fort du Gabon, parce qu'il a acheté 3 maisons dans le Maryland d'une valeur de $1 million qu'il a acheté cash. Donc on en sort comment vous dire? C'est compliqué quand vous avez 54 enfants. Un bongo que tous ces gens, un bongo peut en cacher un autre. Et c'est vraiment une idée. C'est-à-dire que là, quand on disait on sentait la révolution de Palais, c'est que cet homme vient du clan Bongo, il en a profité puisqu'il a quand même réussi à acheter 3 maisons et d'autres détournements d'argent. Il est revenu en odeur de sainteté en 2019 après l'AVC de Ali Bongo qui avait besoin d'un homme de confiance et pourquoi pas un cousin germain quand même, c'est quand même toujours utile. Mais où que j'ai pu regarder, il n'y a pas un poste depuis 55 ans qui a été occupé au Gabon par une autre personne que quelqu'un lié à Omar Bongo qui... L'avenir n'est pas écrit. Non, mais effectivement, au Congo voisin, étant donné qu'il y a aussi énormément d'enfants de Omar Bongo, ils doivent beaucoup trembler puisque tout ça est évidemment lié... Tout le monde. Omar Bongo a toujours été un amoureux de la vie politique française. Il la connaît par cœur. Il est même suspecté de l'avoir financée. Des mallettes de cash auraient été remises à nombre d'hommes politiques. Pour cela, il serait passé par un intermédiaire. Un avocat franco-libanais. L'homme qui a offert de très chers costumes à François Fillon. Le fameux Robert Bourgi. Pendant des années, il a fait la navette entre la France et le Gabon. Je crois être le seul parmi ses collaborateurs français et amis français à l'avoir appelé papa. Et lui m'appelait fiston. Après la mort du patriarche, Robert Bourgi se met à table. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, Le Pen là, eh ben, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Mon cher Robert Bourgi, cette photo est le gage de notre fraternité. Jean-Marie Le Pen dément avoir touché 1 centime, tout comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin également cités. Aujourd'hui, celui qu'on appelle l'avocat de la France-Afrique va plus loin. Tout le monde était mouillé. Je dis que le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Comment ça se passait en pratique? Je ne veux pas... Sans citer de nom? Non. Je ne veux plus en parler. Quand Bongo était à l'hôtel Crillon, toute la classe politique française défilait. C'était du cash, ils le mettaient dans des enveloppes ou des valises. Et puis on donnait à telle personne qui transmettait à telle autre, voilà. C'était une façon de redistribuer. C'était aussi une manière de protéger, de pérenniser ses relations avec la France. Protégé par la France, Omar Bongo a amassé un énorme magot. Mais combien pèse son trésor secret? Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a été le premier à s'intéresser à la question. À la mort d'Omar Bongo, il a eu une idée simple. Décortiquer les documents du notaire de famille. Ce qu'il découvre est hallucinant. On est à peu près 500 millions d'euros. Exactement, je crois, à 460 millions d'euros. Il faut voir que pour un pays comme le Gabon, qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants, 460 millions d'euros, c'est à peu près 10% du budget de l'État dont on parle. C'est 1/10 du budget de l'État qui est entre les mains de la famille qui règne.
Compte à l'étranger, yacht, immobilier de luxe. Les Bongo ont en plus la main mise sur des pans entiers de l'économie gabonaise. On parle de banques et les assurances, du secteur industriel, le bâtiment et les travaux publics par exemple, hein. Radio Nostalgie Afrique aussi, la radio, le secteur aérien. S'ajoute aussi un patrimoine immobilier conséquent, chez nous, en France. Le lanceur d'alerte Jean Merkert a recensé les biens possédés par le clan Bongo à Paris. Alors voilà, ici on est chez Omar Bongo, dans un hôtel particulier d'une petite rue privative, la rue d'Aune, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. C'est un immeuble qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros en 1999. On a vu défiler Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Et des biens comme celui-là, il y en a beaucoup. Alors voilà, ici c'est le 5 rue Laurent Pichard. On a un 8 pièces acheté pour 1 600 000 euros. Alors ici c'est le 4 rue de la Baume. C'est un immeuble absolument colossal. On est dans le 8e arrondissement de Paris, un des plus chers de la capitale. Le clan Bongo aurait acquis 33 propriétés en région parisienne. Et 11 autres sur la Côte d'Azur. Il y en aurait pour 47 millions d'euros. La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des biens mal acquis. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros. Mais à une adresse mythique. Le studio Abbey Road, celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Ce matin-là, Ali Bongo ne dirige pas son pays mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui. Vous avez le temps de tout faire? Quand j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent. Moi, je compose. Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. Everyone, we really appreciate this session. This last number is based on a fusion of different rhythm in our country, in Gabon. We really wanted to put all that together, with you in the background. So thank you again. Coût total de cette journée avec 75 musiciens, plus de 35 000 euros. Pas sûr que les ventes de son disque lui remboursent ses frais. Qu'importe, le président est un esthète. Il a une autre passion, elle aussi coûteuse. Les belles voitures, comme son père. Au cours de son règne, Omar a accumulé des centaines de véhicules de luxe. En voici quelques-uns pris en photo discrètement par un employé du garage de la présidence gabonaise. À peine élu, Ali en fait acheter 29 de plus. Un journaliste, Julien Pain,
a réussi à obtenir le bon de commande. Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes, des Maybach, des BMW, des Rolls-Royce, les plus chers des Mercedes, et donc des véhicules qui pouvaient monter, comme cette Maybach, à 496 000 euros. Et au total, on arrive à presque 15 millions d'euros pour 29 voitures. Ali est dépensier. Heureusement, Sylvia, sa femme d'origine française, donne de son temps pour défendre la cause des plus démunis. Elle a créé la fondation Sylvia Bongo. Sur ces images, elle se met en scène au contact des Gabonais. Et moi donc, ça donne envie de revenir et une bonne énergie. Mais l'autre passion de Sylvia Bongo est le shopping. Place Vendôme. Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, a mis sous surveillance la carte bleue de la première dame. En un an, Sylvia Bongo a dépensé 1 million d'euros à Paris, dont 132 000 euros chez le joaillier Van Cleef et 144 000 euros chez Hermès. Ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays. Alors en 2015, Ali Bongo va surprendre tout le monde avec un beau cadeau. Mes chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar. Bien. On vous parle déjà pour certains, on vous parle d'une cinquantaine d'enfants pour une personne. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a les moyens qui lui permettent d'élever 3 ou 4 enfants va se permettre de faire 50 enfants? Non. Alors, comme ces gens-là n'ont pas la notion de quoi que ce soit, ils pensent qu'il faut détruire leurs propres enfants, parce que faire des enfants comme ça, c'est les détruire. C'est pour ça que je dis au Cameroun, attendez quand Biya ne sera plus là. Vous allez voir que non seulement vos biens vont être saisis, c'est clair, parce que vous n'allez les cacher nulle part. Vous avez suivi que même en Angola, on a réussi à saisir. Dès que le père a quitté le pouvoir, on a saisi tout. Vous avez suivi qu'au Sénégal, le fils d'un président a fait la prison. Au Gabon, il fera la prison. Donc au Cameroun, vous ne pouvez rien cacher. Impossible. Donc, des personnes au Gabon ont passé leur temps à voler pour aller déposer à l'étranger parce que du style peuvent faire des enfants avec n'importe qui. Un président qui a fait des enfants avec les femmes de certains de ses ministres. Est-ce que c'est Bongo est le premier? Non, au Cameroun ça existe. Au Congo ça existe. On vous parle de 33 immeubles ou biens immobiliers. On vous parle des voitures. On vous parle des terrains. Ce n'est pas quelqu'un qui vous parle de ça. Ali Bongo lui-même vous a parlé de ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour que cette étiquette-là soit relevée? Il voulait toujours faire des choses pour convaincre les gens en parlant au lieu de poser des actes. Voilà donc la bêtise de la plupart de ces hommes d'État. Voilà leur bêtise. C'est-à-dire vous avez des pans de terre, parce que l'Europe n'a pas de terre. Vous voyez, certains vivent dans les KGB aux États-Unis. Certains ont des contrats de bail pour dormir debout dans un angle. Certains ont des contrats de bail pour dormir en journée. La nuit, ils se promènent dehors. Certains ont des contrats de bail dans des maisons, c'est-à-dire, ils dorment, ils font la relève comme des sentinelles. Tu dors 2 heures sur le matelas, l'autre se lève, il dort aussi 2 heures. Les gens passent leur temps à dormir aux États-Unis et ailleurs. Mais pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas plus de terre que chez nous. La vie est très difficile. Les gens travaillent pour payer des loyers. Les impôts sont très élevés.
les charges pèsent. Mais là où il y a des terres vierges, riches, les chefs d'État gabonais, équato-guinéens, camerounais, passent leur temps à voler en Afrique pour aller construire en Europe. Et quand ces Européens-là ne sont plus contents d'eux, je vous le donne en mille, que font-ils? Ils saisissent ces biens-là, qui ne seront jamais retournés en Afrique. Ils l'ont fait avec Bongo. Ils l'ont fait avec Obiangema. Théodorine Obiang habite avenue Foch, dans les beaux quartiers. Après des mois d'enquête, les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Là, vous avez une Bugatti Veyron. Ça fait plus de 1000 chevaux et 407 km/h. Là, c'est une deuxième Bugatti Veyron. Donc là, déjà, sur cet étage de camion, vous avez 2 400 000 euros. C'est une voiture, il y a 3 ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Théodorine Obiang est ministre de l'Agriculture et des Forêts et tout récemment vice-président de la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique de l'Ouest dirigé d'une main de fer depuis 34 ans par son père, le général Obiang. Le pays est riche en pétrole et pourtant 70% de la population vit avec seulement moins d'1 euro par jour. Selon les enquêteurs, Théodorine Obiang aurait blanchi en France des millions d'euros provenant des caisses de l'État équato-guinéen. A commencer par son majestueux pied-à-terre à Paris. Un hôtel particulier de 5000 mètres carrés situé au 42 avenue Foch. Quand les policiers entrent pour perquisitionner, ils découvrent un luxe incroyable. Ce sont des immeubles de très grand luxe dans lesquels vous avez à la fois salle de sport, salon de coiffure, discothèque, salle de réception au pluriel, cuisine, niveau de grands restaurants, etc. Donc on est sur des immeubles vraiment de très très grand standing. 6 étages, 101 pièces, une chambre à coucher de 200 mètres carrés, des meubles d'époque, mais aussi une collection de bijoux et de grands crus, dont 300 bouteilles de Pétrus, d'une valeur de 2 millions d'euros. Dernièrement, il avait acquis pour 18 millions d'euros d'œuvres d'art en décoration. En tout, il y en aurait pour 40 millions d'euros de biens. En 1998, nous avions filmé Théodorine Obiang en exclusivité. C'est un peu froid ce matin. Oui. Cette année-là, il n'a pas hésité à nous montrer sans aucune pudeur comment il dépensait son argent. Alors là, on va faire un tour. On va chez Gianco Franco Ferré, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Je vais faire un peu des courses, un peu. Des courses à la hauteur de sa démesure. Alors. Ce jour-là, il va dévaliser la boutique de ce grand couturier italien. Ça, c'est que des coupes déstructurées. Prix moyen du costume, 2500 euros. D'accord. Encore. Ça, c'est magnifique aussi. Et pourtant, il ne va pas hésiter à en prendre une trentaine. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Vous étiez au courant de son arrivée? Oui, ils nous ont prévenus il y a à peu près 2 jours pour nous dire qu'il est arrivé à Paris, qu'il fallait préparer certaines choses pour lui. Là, je l'aime pas. Ça, j'aime bien. Très, très joli. Ça peut être bien pour dans le bateau, hein, sur le yacht. Hein, à Saint-Tropez. Ça, non, parce que j'ai déjà. Il faut changer un peu. Ça, je pense que, si je me trompe pas, vous avez déjà celle-ci. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je me rappelle plus exactement lesquelles j'ai réellement. Parce que j'ai... Oui, il y en a trop. Ouais, ça, c'est bien. Théodore, merci de votre visite et à bientôt. Théodorine Obiang n'a jamais caché son goût pour l'argent. C'est justement son train de vie fastueux qui a attiré l'attention de l'association Sherpa, qui lutte contre la corruption. L'ONG est à l'origine de la plainte contre Théodorine Obiang. Pendant plus d'1 an, elle a enquêté sur ses nombreux investissements. Le fondement de la plainte, il est très simple, c'est que le salaire annuel de M. Théodoro Nguema Obiang est de 6
$ par an et qu'il a un patrimoine mobilier et immobilier qui est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour le patrimoine identifié sur le sol français. Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir acquis sur le sol français des biens dont on présume qu'ils ne l'ont pas été avec de l'argent légal. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. Et c'est tout le sens de notre démarche. Selon l'avocat de Théodorine Obiang, cette débauche de luxe n'a rien de scandaleux. Son client n'a jamais volé dans les caisses de la Guinée équatoriale. Il a gagné cet argent honnêtement en tant que chef d'entreprise d'une société d'exploitation forestière. Vous pensez que les accusations qui disent que le patrimoine de M. Obiang serait d'origine frauduleuse est totalement faux. Je connais l'argument. L'argument, c'est de dire il est ministre, il ne peut pas s'acheter ce qu'il s'est acheté. Mais surtout, il a un capital extrêmement important comme entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a fait des bonnes affaires. Mais si la fortune paraît disproportionnée. Mais disproportionnée à quoi, madame? Ah, le problème, c'est qu'il est noir et qu'il est africain. Et quand on se dit un Africain noir, riche, qui décide d'acheter du beau, ça, c'est pas normal. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, fini les virées parisiennes. Théodorine Obiang est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il se cache dans son pays et refuse de se présenter devant la justice française, qu'il a déjà convoquée à 2 reprises. Des camions de déménagement par dizaines dans la très chic avenue Foch à Paris. En février 2012, il a fallu plus d'1 semaine aux policiers pour vider l'hôtel particulier du vice-président de Guinée équatoriale, qui est aussi le fils de l'actuel dirigeant. L'immeuble de 4000 m² figurait au centre du procès de Théodorine Obiang, accusé de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Ces biens sont estimés à plus de 150 millions d'euros, des voitures de luxe, des montres d'exception ou encore des caisses de grands vins. Pour les enquêteurs, impossible que les revenus officiels de Théodorine Obiang aient pu financer ce train de vie. Ils ont notamment révélé qu'entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenant du trésor public de son pays ont été crédités sur son compte personnel. Lors du premier procès en 2017, le vice-président guinéo-équatorien a été reconnu coupable de blanchiment et de corruption. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de ses biens. Une peine confirmée en appel en février 2020. Mais le principal intéressé a toujours dénoncé ce jugement. Le procès en cours en France est une mascarade. Une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Son avocat a alors déposé un recours auprès de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, qui doit rendre son verdict ce mercredi. Si elle confirme la condamnation de Théodorine Obiang, la Guinée équatoriale pourrait être le premier pays à bénéficier d'un mécanisme que la France vient tout juste de mettre en place. Il permettrait de restituer l'argent des biens mal acquis aux Équato-Guinéens. Ils sont en train de le faire avec Sassou Nguesso. Personne n'apprend rien. J'ai entendu dire que certains dirigeants actuels ont des maisons aux États-Unis, dans le Maryland, et qu'on sort. Nous allons y veiller. Parce que c'est le comportement qu'il ne faut pas faire. Développez chez vous. Vos peuples souffrent. C'est pour ça que vous venez aux affaires. Changez les conditions de vie de vos peuples. Vous ne pouvez pas aller vous faire soigner de l'autre côté, alors que vos peuples n'ont pas où aller faire des toilettes chez eux. Et quand vous mourrez, comme Bongo est mort en Espagne, même le prince ne s'est pas levé. Même le premier ministre. Il est parti, on l'a jeté comme un chien. Pourtant, il a passé le temps à faire vivre et des maisons, et des hôtels, et payer dans des hôpitaux. J'ai publié une vidéo parlant de celui qu'on appelle Obiangema Théodore. La vidéo est en espagnol. Je vais vous la publier, si vous allez comprendre. Ceux qui comprennent l'espagnol vont comprendre. Toujours les mêmes choses.
Este adosado en Alcalá de Henares es una de las propiedades presuntamente adquiridas por el entorno de Obiang en España. Son al menos 6 viviendas y 3 plazas de garaje que la familia del dictador y sus ministros habrían comprado en Madrid, Gijón y Las Palmas. El fiscal anticorrupción ha pedido que se investigue el origen del dinero utilizado para esas compras, 19 millones de euros provenientes del petróleo que, según la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos, fueron desviados ilegalmente por el entorno de Obiang para su blanqueo en España. El dinero se transfirió supuestamente desde el banco estadounidense RIX a una cuenta del Banco Santander en Las Palmas vinculada a la familia Obiang. Con cada una de las transferencias recibidas se compraba o se adquiría un inmueble determinado. Es decir, llega una transferencia y al día siguiente ese dinero, podríamos decir, y así se detalla en la querella, se lava mediante la compra de sucesivos inmuebles. El fiscal ha pedido a una juez de Las Palmas que reclame al Santander y al Banco de España informes sobre los movimientos de esa cuenta. Guinea Ecuatorial ha obtenido grandes ingresos procedentes del petróleo en los últimos años. Gracias a ello, Obiang es ya uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, pero el 65% de los ciudadanos de la antigua colonia española vive en la pobreza. Là, c'est en espagnol. On parle toujours des problèmes de maison. Ils laissent leur continent pour aller s'établir là où les autres, là où les Africains sont allés travailler. Parce que tous ces pays-là, ce sont les Africains qui ont développé. Mais si vous avez la bénédiction d'avoir une fonction, d'être président, comme l'est devenu aujourd'hui Brice Nguema, Oligui, mais développez chez vous. Rendez vos pays des paradis sur terre. Ne devenez pas une insulte. Faites l'objet d'une attention, d'un regard positif, admiratif. Vous dites, waouh, regardez ce que le jeune président vient de faire. Ouais, il a changé tout un quartier. Il y a une nouvelle ville. Il y a une nouvelle ville partout. Il a décidé de construire. Comment peut-on trouver 7 milliards? Ça construit tout un quartier. Avec les écoles, les universités, l'eau, le courant, tout un quartier. Si ce n'est plusieurs. On trouve dans des mallettes de personnes 3-4 milliards dans un avion. Au Brésil, là c'est le fils de Obiang Nguema. On voit le fils de Obiang Nguema qui fait des courses. Il est content d'avoir les caméras derrière lui. Les gens souffrent dans son pays. Oui, monsieur. Les gens souffrent dans son pays. Il fait des courses, il achète des costumes. Il dit qu'il ne connaît même plus le nombre, ni le montant. On vous dit qu'ils ont un immeuble qui a des chambres à perte de vue. Mais à la fin, que font ces gens-là? Ils récupèrent tout. Vous n'avez rien à dire. On a dénoncé ça ici. Qui nous écoute? Quand tu parles, on te dit que tu es jaloux. Je vous ai parlé du consul de la mission de Guinée équatoriale aux États-Unis. Arrivé là-bas, vous allez retrouver une ribambelle de filles là, elles sont comme des pygmées. Non, ça c'est la fille du ministre, ça c'est la fille de la sœur du ministre, ça c'est la fille du petit frère de l'oncle de la tante du directeur général du cousin du ministre, ça c'est le ministre du pétrole, ça c'était... C'est-à-dire, niveau nul. Que font-elles là-bas? Zéro. Mais les intellectuels équato-guinéens sont au quartier. Les intellectuels gabonais sont au quartier. Les copines, les petites copines, les amis des enfants et des enfants sont dans les bureaux gabonais, les missions gabonaises, les missions camerounaises, sont partout. Au Cameroun, c'est la même chose. Je vous dis ici, c'est moi qui chasse. J'ai chassé ceux-là, d'autres sont revenus. Les neveux de Biya vivent ici aux États-Unis. 42e, 47e et 2e avenue, dans un immeuble là, depuis 84. Aujourd'hui, je pense que le loyer est déjà même à 13 ou 14 000 $ par mois. Ils vivent là. Que font-ils là-bas? L'argent de l'État. Alors que les étudiants manquent de bourse. Les étudiants manquent de bourse. Mais ils sont là. Tout ce que Amadou Ahidjo a acheté, Biya a récupéré. Il a fait de lui ses propres biens. À Ney, à l'ambassade du Cameroun, en Suisse, partout, on a des biens qui sont abandonnés. Aucun suivi. On a des cancres qui ne se plaisent que chez les autres, à dormir dans des hôtels. Non, ce n'est pas que les Français montrent ça aujourd'hui. Parce que non, les Français n'ont fait que ça. Dénoncer ces comportements. Mais tous ces présidents-là sont
dans ce que ceux qui les ont nommés au pouvoir leur ont dit. Vous êtes libre. Parce que dès que tu es là-bas, on vient te présenter les produits. Tu dis non, voilà, tu peux blanchir ton argent, tu peux aller garder ton argent au Bahamas, au Panama, dans cette... On te montre des choses, on te dit les choses, on te dit que voilà, c'est tel qui te recommande. Parce qu'un banquier ne peut pas venir te voir comme ça. C'est toujours un ministre. Il dit que non, je t'envoie celui qui gère mon compte de l'autre côté, machin, tout ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez vu Cahuzac. Vous avez écouté ce qu'a dit l'avocat de Bongo à l'époque. Comment ça fonctionne. Mais quand je me lève, moi, Patrice Nouma, j'ai dit à Ali Bongo que je produis l'eau. Cette eau-là, c'est moi qui la produis ici, aux États-Unis. Cette eau que vous voyez là. J'ai dit à Ali Bongo que moi, je forme les gens militairement. J'ai dit à Ali Bongo que moi, j'ai des structures qui font dans le management de communication. J'ai une compagnie d'aviation. Mais moi, je suis un Africain. Pour que je m'en sorte dans ce pays, il faut que je me batte. Mais un clochard qui dort en route là, il a fait des propositions à Ali Bongo, à Paul Biya, à Obiangema Théodore, à Macky Sall, à Ouattara. On prendra ce clochard-là blanc, parce qu'il a été recommandé par X ou par Z, alors que ce clochard-là travaille pour moi. Et moi, on a refusé mon projet, parce que je suis Nouma, je suis africain, je suis gabonais, je suis sénégalais, je suis ivoirien, je suis camerounais. On refuse mon projet parce que je suis de la maison, je suis noir. Mais celui qui travaille pour moi, qui est balayeur, j'ai dit que ok, va faire le test là-bas. On va accepter son projet. Parce qu'il ira là-bas avec une carte que j'ai été envoyée par. On ne sait pas que derrière ce projet-là, c'est Nouma. Vous voyez un peu? Et parfois même ce n'est pas Nouma, mais parce que ce monsieur-là s'est inspiré de Nouma, il vient proposer sa part. Et le président gabonais, le président équato-guinéen, le président camerounais va plutôt mettre ce monsieur-là en contact avec le fils de Paul Biya, ou bien le fils d'équato-guinéen, ou bien de Bongo, pour travailler avec lui pour se partager l'argent. Alors que je viens pour créer l'emploi. Combien de lettres j'ai envoyées pour dire que cette usine de l'eau peut servir au Cameroun, peut servir dans la sous-région. On peut, pour nourrir, pour entretenir, nourrir le corps des militaires. J'ai dit, je donne l'eau gracieusement à tous les militaires. Ils seront ravitaillés par nous, dans tous les théâtres de guerre. Au Cameroun, vous avez des gars qui font dans la communication. Mais la patronne de la communication de Paul Biya, c'était qui? C'était un Balms. En France. Allez voir les chiffres. Vous avez un journal qui passe son temps à insulter les autorités africaines. Dès que ce journal-là touche un peu d'argent, dès qu'il touche un peu d'argent comme ça, là, il commence à raconter sa vie. Et quand il ne touche pas aussi, il commence aussi à raconter sa vie. Donc on va payer pour qu'on parle, on parle en bien. Au lieu que la presse est là pour écrire et décrire, informer. Mais toi, tu vas payer pour qu'on parle en bien alors qu'on sait que le fond est pourri. Ça part en millions. Voilà le complexe des présidents africains. Donc quand vous voyez qu'on présente les choses, les richesses d'Ali Bongo, mais ce n'est pas nouveau. Ça au moins, les Français ont toujours fait ça. Publier et dénoncer que c'est un agent volé. La politique en France, comme en Afrique, je vais le dire autrement, les hommes politiques en France, et comme la plupart des pays colonisés par la France, ont détruit les enquêtes criminelles. Ils empêchent la justice de faire son travail. Tout ce que vous voyez là,
est régulée par des hommes politiques, par des interventions à gauche et à droite. On empêche les gens de faire, la police et les magistrats, les vrais, de faire leur travail. Les interventions politiques interviennent par-ci, par-là. Donc, les hommes politiques africains se sentent libres de voler jusqu'au jour où la politique décide d'agir, donne donc un espace d'abord aux associations, aux médias, à la justice et aux avocats de manger à leur tour. Et maintenant la justice assomme. On récupère tout. On recommence à zéro. Est-ce que cela va empêcher les autres présidents de faire la même chose? Non. C'est comme s'ils étaient maudits, ces gens-là. Alors ce n'est pas un problème cette fois-ci des journalistes français qui dénoncent des enquêtes. Et quand ils font même des documentaires, ils font des documentaires avec ces présidents-là eux-mêmes complices. Comme l'a fait Bongo, je vous l'ai dit ici. Omar Bongo recevait régulièrement des journalistes. On vous dit que Omar Bongo partage l'argent aux hommes politiques. Dans son pays, les enfants manquent de bourse. Il partage l'argent, il passe le temps à acheter des salamandres. Il achète des maisons aux femmes, comme il a fait avec Sonia Roland. Je vous ai montré ça ici. Mais quand il meurt, il tombe, ce sont les pauvres femmes du Gabon, les pauvres femmes du Cameroun, du Sud, qui pleurent, comme les pauvres femmes pleuraient au temps de Mobutu. Pendant ce temps, lui va dépenser l'argent ailleurs, vous pleurez au Cameroun. Non, monsieur. Ça ne va plus se passer comme ça. Ce sera la fin. Oui, monsieur. L'Afrique a radicalement changé. Les mentalités, nouvelles mentalités vont s'imposer. Je voudrais apporter cette précision-là à toi qui m'as posé la question, Landré. Ce n'est pas un problème des journalistes français cette fois-ci, parce qu'ils n'ont fait que ça, dénoncer ces comportements, qui sont accompagnés et régulés par des hommes politiques français et des hommes politiques africains. La police ne peut pas faire son travail. Pas parce qu'elle ne veut pas, pas parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle en est empêchée de faire son travail. Enfin, la police ne peut pas. On veut dire non, gardez ça, classez ce dossier, classez ça. Et tous les partis confondus, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, les hommes politiques sont impliqués dans le banditisme, les crimes, les abus, les détournements. Oui, monsieur. Donc, j'ai voulu échanger avec vous pour répondre à cette question-là, pour attirer également l'attention des nouveaux dirigeants africains. Soyez comme les Sud-Africains. Tout du moins, dans la gestion, ils restent chez eux. Ils se soignent chez eux. Ils ont des partenariats à gauche, à droite. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dérive. Soyez comme certains présidents. Développez des hôpitaux chez vous. Soignez-vous chez vous. Créez des banques chez vous. Développez dans vos villages. Développez dans vos villes. Développez dans vos pays. Créez, vous avez la richesse. Vous n'avez pas besoin de la créer. Transformez. Transformez vos pays en paradis. Transformez vos pays en capitale du paradis. Vous avez les possibilités, vous n'inventez rien. Vous ne créez rien. Dieu vous a tout donné. Donc j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que ce que vous avez vu là, bon, pour une fois, vraiment, les journalistes français ont fait leur travail. Ils ont fait leur boulot. Mais ces gens-là ont toujours tendance à croire que quand tu arrives, le président t'embrasse, il te tape, vous vous serrez les mains, vous riez. Ils ont fait ça avec Idriss Déby. Le lendemain, on l'a assassiné. Ils ont fait ça avec Mobutu. Le lendemain, on l'a exécuté. On l'a laissé mourir. Ils ont fait ça avec Blaise Compaoré. Vous voyez la suite. Ils ont fait ça avec Alpha Condé. La suite, vous la connaissez. Il n'y a pas d'amitié dans ces choses-là. Chacun doit préserver les intérêts de son peuple. Vous ne cherchez pas des amis. Vous ne recherchez pas qui va vous aimer. Si Dieu vous aime déjà, c'est suffisant. Faites sa mission. Occupez-vous de ces créatures qui sont vos semblables. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par quelqu'un. Je vous ai dit ici, moi, à partir de moi, je n'attends pas que quelqu'un m'aime. Et je n'attends pas. Je n'attends pas que quelqu'un m'aime. Non. Dieu m'aime déjà qui m'a créé. Tout ce qu'il attend de moi, c'est que je fasse tout pour améliorer les conditions de vie de ces créatures qui sont mes semblables. Point final.
Nouma est bon, Nouma est mauvais et tout ça, vraiment c'est Dieu qui décide de ça. Il m'a créé, il m'a encore donné ce matin un carnet de route pour la journée. En fait, pour la minute présente, parce que je ne sais pas, la prochaine minute n'est pas la mienne. Donc je fais ce qui me revient le droit de faire pour améliorer les conditions de vie des créatures de Dieu qui ne sont autres que mes semblables. Ce n'est pas une question de couleur. Le blanc peut me détester, moi je ne le déteste pas. J'aime l'humain. Le bamileke peut me détester, moi je ne le déteste pas. J'aime l'humain. Le béti peut me détester, mais ce n'est pas ça mon problème. J'aime l'humain. Je fais ce que j'ai à faire et j'avance. Et Dieu me le rend bien parce que chaque jour qui passe, je vois le résultat de mes propos, le résultat de mon engagement, le résultat de notre combat commun se manifester autour de nous. Ça veut dire que Dieu a eu raison de nous faire confiance. Il nous a fait confiance. Et nous relayons ce pourquoi il nous a fait confiance. Et nous martelons tous les jours. Alors j'ai voulu échanger avec vous ces images-là pour que ces images-là vous inspirent, vous informent, vous renseignent, vous sensibilisent, vous éduquent et vous rappellent des comportements à ne pas faire. Et que chacun d'entre vous prenne conscience. Et que les nouvelles premières dames voient. Les anciennes comme Chantal Biya, qu'elles se préparent. Nous sommes prêts à vous aider. Mais, que vous le vouliez ou pas, vous allez partir. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Mais mon souhait, c'est que Chantal Biya parte en disant au revoir et en serrant les mains. Pas en fuyant, comme Sylvia Bongo. Que ces enfants soient capables un jour de revenir au Cameroun. Pas en fuyant et en allant, étant allé être arrêtés pour amener au Cameroun. Alors, j'ai voulu échanger avec vous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Capitalisons. Honorons Dieu et célébrons la vie. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. To all the friends that we have all over the world, to tell them to make noise, to make noise. Tell them to make noise.